Bonsoir chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision BF1. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'occasion de ce nouveau numéro de votre émission Leçons de vie. Journalistes, communicants, juristes, nous recevons pour vous aujourd'hui une personnalité qui s'est distinguée à différents niveaux de responsabilité. Il a décidé de s'ouvrir à nous pour partager les leçons de vie apprises tout au long de sa longue et riche carrière. Nous sommes donc heureux de vous annoncer le docteur Seydou Dramé. Bonsoir docteur. Bonsoir, merci mon ami Saré. Merci pour l'amabilité que vous nous accordez en nous recevant chez vous. Merci bien. Cette tenue que vous portez, il paraît que c'est une histoire, vous pouvez nous en parler? Bon, cette tenue, vous savez, c'est ça qu'on appelle en pays d'Afi Marca, le Tuntunfani. Le Tuntunfani. Voilà, en français facile, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le tissu est fait à partir de la soie que l'on élève dans des canaries et on enlève la soie de verre et puis on tisse et on fait le tissu de telle sorte que quand on met dans l'indigo, ça garde toujours sa couleur. D'accord. Mais il y a des imitations que les gens vendent, mais c'est fait à partir du capoquet. Okay. Chez moi, là, c'est à partir de la soie. Et c'est quand j'ai été invité à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, que j'ai cousu cette tenue pour qu'on sache que moi, je viens du Burkina. D'accord. Et que moi, je suis d'Afi Marca également et africain. Ok. Et ça, c'est déjà en quelle année que vous avez été invité à l'Assemblée générale? Mais c'est en 2010. D'accord. Donc, c'est un peu loin, mais très récent pour moi également. D'accord. Eh bien, pour permettre à nos téléspectateurs de s'installer confortablement, nous leur donnons un aperçu de qui vous êtes, qui est le docteur Dramé, à travers votre bio-express suivant. Difficile de présenter la biographie d'un homme dont le curriculum vitae fait plus de 10 pages. C'est dire donc que notre invité du jour a un parcours qui force l'admiration. Aujourd'hui à la retraite, Dr Dramé a été journaliste, producteur et chargé de production radiophonique à la radio rurale du Burkina de 1982 à 1984. De 1984 à 1988, toujours à la radio nationale, il aura en charge la conception d'émissions thématiques. C'est ce qu'il fera également en tant que correspondant de la radio suisse internationale jusqu'en 1992. Notons que Dr Dramé sera correspondant de 3 organes de presse internationales que sont RFI, Radio Suisse Internationale et SIFIA, Système francophone d'information agricole entre 1987 et 1993. Soulignons aussi que Dr Dramé Seydou a été le directeur des études et de la planification du ministère de la Culture et de la Communication de 1997 à 2003. Sa vie professionnelle est aussi et surtout marquée par les consultations. Il sera consultant pour la FAO pour l'étude portant définition d'une politique de communication pour le SILS en 1997. Ses compétences seront encore sollicitées par la FAO en l'an 2000. En 2005, Dr Dramé sera cette fois-ci sollicité par l'UNICEF en tant que consultant sur les radios rurales du Niger. Une année plus tard, c'est le PNUD qui lui fait appel, toujours dans le domaine de la radio communautaire. En 2008 et 2009, il sera consultant par ECAP sur les libertés d'association du Burkina. Ce sera au tour de l'UNESCO, l'UICN, puis de la BAD de le solliciter pour des consultations en 2010. En 2012, c'est au Tchad que l'UNFPA va solliciter les compétences de Dr Dramé. Des sollicitations somme toute justifiées car Dr Dramé est unanimement reconnu comme le plus grand spécialiste de la radio rurale dans la sous-région ouest-africaine. Sa thèse de doctorat, soutenue le 25 juin 2007 à l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris 2 Panthéon-Assas, en atteste. Il obtiendra la mention très honorable avec les félicitations du jury. Cette thèse de 544 pages et 197 pages d'annexes deviendra un livre qui est comme le livre saint de la radio rurale. Membre du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, CODESRIA, depuis 2012, Dr Dramé est aussi chef du département communication de l'Institut africain du management depuis 2015.
La formation et l'enseignement sont le premier amour de Dr Dramé Seydou. En classe de CM2 déjà, son maître lui confiait la classe lors de ses absences et le jeune Seydou Dramé y a pris goût. Il dispensera des cours dans plusieurs lycées et collèges, puis au supérieur dans plusieurs instituts et universités. Dr Dramé est aussi sollicité pour de nombreuses communications et il est associé à tous les événements d'envergure sur l'information et la communication au Burkina et en Afrique. En plus de son doctorat en journalisme, Dr Dramé est titulaire d'un DEA, d'un diplôme de l'Institut français de presse IFP, d'une licence et d'une maîtrise en droit des affaires, entre autres. L'État burkinabé a reconnu les mérites de Dr Dramé Seydou en le faisant chevalier de l'Ordre national et chevalier de l'Ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication. C'est un homme à la tête bien pleine, marié et père de 5 enfants que Leçon de vie reçoit aujourd'hui. Après avoir apporté ses leçons dans plein de pays comme le Sénégal, le Niger, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la France, la Suisse et bien d'autres, il est temps pour Dr Dramé Seydou de parler aux téléspectateurs de la télévision BF1. Eh bien, à suivre votre Bio Express, l'on peut dire que vous avez eu une carrière très remplie. Bon, je ne peux pas dire bien rempli parce que jusqu'à présent, je poursuis ma carrière. D'accord. Puisque même en étant à la retraite, je ne suis pas en retrait. Ok, ça c'est bien dit. Merci. D'accord. Et pour votre soutenance de doctorat, mention très honorable avec les félicitations du jury, sans question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les circonstances de cette soutenance? Merci, mon ami Saré. Ça, c'est un élément très important. Si je devrais pleurer en public, c'est ce jour que j'allais pleurer en public. J'ai présenté ma thèse pendant 10 minutes et le jury en a débattu pendant 3 heures. Personne ne m'a posé une question. Et à la fin, maintenant, nous nous sommes retirés et on m'a décerné la plus haute mention. Et l'université a décidé de publier d'elle-même ma thèse à l'Agence nationale de reproduction des thèses, sise à Lille 3. Et la thèse est vendue à 71,5 €. Et c'est ensuite que mon ami, le ministre ambassadeur Philippe Savado, a dit « Ah, donc la thèse de Dramé doit être intéressante ». Donc on a fait multiplier à 200 exemplaires pour en faire un livre que nous avons mis dans les circuits. Ok. Eh bien, nous abordons justement la première partie de cet entretien qui porte sur votre vie professionnelle que vous avez passée essentiellement à la radio et plus précisément à la radio rurale. Une histoire particulière avec la radio? Bon. Pourquoi le choix de la radio? Ouais, pourquoi le choix de la radio? Je vais vous dire que le choix de la radio pour moi a été un accident de parcours. Okay. Parce que initialement, je n'avais jamais pensé que j'allais être journaliste. Mais comme vous le savez, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas au destin. Mais nous sommes des Africains et nous en croyons. Alors, on était des jeunes étudiants à l'université et c'est normal, à 20 ans, quand on n'est pas révolutionnaire, c'est qu'on est un véritable con. Mais si on continue à être révolutionnaire jusqu'à 70 ans, certains disent qu'eux aussi ils sont des cons. Mais à 20 ans, donc, nous étions révolutionnaires, nous avons voulu changer le monde. Nous sommes allés en grève et c'était au temps du général Lamzana Sangoulé, la Troisième République. Bon, alors, mais c'est eux qui ont triomphé puisque nous avons perdu. Nous avons été exclus de l'université et nous étions en grand nombre en 1979 à être exclus de l'université. Donc c'est la déshérence maintenant. Et donc, chacun devait faire quelque chose à faire. Et moi, ma chance, c'est que Dieu m'a mis sur la route de l'enseignement. J'ai commencé à enseigner un peu et pour pouvoir payer ma chambre de 4 000 francs par mois, au moins. Et puis, bon, un copain m'a dit, ah, il y a un concours là. Si on passe ça, on devient journaliste pour le développement, c'est la radio rurale. Je dis, ah bon, il y avait le concours. Eh bien, je suis allé déposer ma candidature également, sans véritablement croire. Et puis, voilà. C'est ainsi.
C'est ainsi que je suis entré au Centre interafricain d'études en radio rurale de Ouagadougou. Mais avant ça, j'avais passé un autre concours quand on nous avait chassés immédiatement. C'était à l'Institut supérieur de presse de l'entente de Lomé. Et on prenait 5 personnes. Quand je suis arrivé dans la salle, il y avait plus de 50 personnes comme ça, dont mon ami, paix à son âme, Norbert Zongo. Puis j'ai dit, on dirait qu'il y a beaucoup de moussis ici. Mais d'après qu'on prend 5 personnes, mais moi je suis sûr que moi je suis admis parmi les 5, donc il vous reste 4 places. Les gens ont rigolé. Effectivement, quand le résultat est sorti, moi j'étais 5e. Donc les moussis ont pris les 4 places. Moi au moins ils m'ont réservé une place. Donc vous voyez, c'est après ça maintenant que je suis allé passer le Siro. Je suis entré au Siro, j'ai fait 2 ans au Siro. Et maintenant, c'est en rentrant au Siro, nous avons connu le monde rural, connu les paysans. Nous avons vu que le message que l'on diffuse doit être adapté également aux ruraux et que les ruraux peuvent transformer nos messages en moyens de travail. La raison en est que l'analphabétisme peut être corrigé par la radio. Et la radio rurale est le meilleur instrument pour s'adresser aux paysans. Donc vous vous retrouvez accidentellement à la radio, mais par la suite vous y prenez goût parce qu'il y avait des valeurs à promouvoir. Voilà. Ne serait-ce que on apprend beaucoup plus de choses chez les paysans que parfois dans nos livres. Très peu de jeunes aujourd'hui, s'ils avaient le choix entre travailler à la radio rurale ou travailler dans une FM de la capitale, opteraient tout de suite pour la FM de la capitale plutôt que de travailler sur la radio rurale. Bien sûr, je l'ai constaté. Même dernièrement, quand la radio rurale était morte, eh ben, le ministre Danjounou peut en témoigner. J'ai dit que celui qui est contre la radio rurale, la renaissance de la radio rurale, il y aura affaire à moi et que je vais utiliser d'autres méthodes qu'ils ne connaissent pas. Ça peut être quoi ces méthodes? Je ne peux pas vous dire cela. Du fait de beaucoup travailler dans la ruralité, est-ce que vous avez été en contact aussi avec des pratiques parfois très africaines, très mystiques, qui vous autorisent justement à dire que vous allez utiliser d'autres moyens? Bon, bien sûr, sans à dire vrai, nous sommes nés dans cette culture-là ambiante et en tant que spécialiste de la radio rurale, c'est se mettre à l'écoute du monde rural. Un vieux peut vous appeler de côté pour vous dire que telle plante-là est utile pour faire ça. Tel animal est utile pour faire ça. Ce sont les avantages du métier. Telle phrase répétée tant de fois peut vous amener à ça. Et bon, donc ce qui fait que, c'est pour cela que je dis, quand je suis avec mes amis, nous avons presque fini la culture des Blancs. Maintenant, c'est vers la culture de nos ancêtres que nous devons nous tourner. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, contrairement à ce que nous pensons. Vous avez été par ailleurs directeur de l'étude et de la planification au ministère en charge de la communication. Quel souvenir en gardez-vous? Bon, le souvenir que j'en garde, très, très, très difficile. Parce que, en ce temps, nous, on était chargés de faire les études, de faire la planification. Et puis, on a greffé les histoires des marchés qui sont entrés dedans. Et cette gestion-là est devenue très difficile parce que vous êtes en prise. Le ministre nous a instruit la loyauté et la propreté. Bien sûr que ce sont des... Lequel ministre? C'était Mamoudou Ouedraogo. Voilà. Mais c'était très difficile d'être compris par les commerçants, parce qu'à cause de 5 000 francs, un commerçant est capable de vous tuer. Et j'ai même dit ça au ministre, parce que chaque fois qu'il y avait des opérations, j'envoie un de mes grands frères, un Dagari, c'est lui qui préside les affaires là-bas. Je me mets en retrait. Mais bon, alors, en tout cas, j'ai eu 1000 et 1000 problèmes que je n'aimerais pas beaucoup raconter, parce que c'est tellement douloureux pour moi. Mais Dieu merci, je peux raconter ça en privé, mais je n'aime pas raconter en public. Tout ça parce que l'expérience de la vie. Oui, c'est l'expérience de la vie. Ce que vous avez pu éviter, vous pouvez l'épargner aussi à d'autres jeunes. Oui, si vous demandez à ma femme, vous allez voir que je me lève ici
je trouve des tortues dans ma maison, hein, avec des dessins maraboutiques. Je me lève, je viens le vendredi, je vais aller prier, je tombe au moins un seau de viande devant ma porte. Mais je reste ici, puis je récite Ayatul Kursi. Quoi? Ayul Kaimou. Et ça, devant tout le monde, les charognards vont se regrouper, venir prendre la viande morceau par morceau. Et Dieu merci, beaucoup de gens ont fait ça. Je crois qu'ils sont allongés là où ils doivent être. Est-ce qu'on peut dire, entendre ce que vous dites, que évoluer sur le plan professionnel en Afrique n'est pas forcément évident comparé au contexte occidental où peut-être on n'a pas affaire à cette dimension mystique des choses? Ah ouais. En Afrique, c'est tellement difficile. Parce que dès que vous changez de veste, vous créez 1000 et 1000 ennemis. Les gens qui n'aimeraient pas vous voir grandir, on veut vous voir toujours comme un larbin, comme un petit. Mais ceux qui grandissent ne sont pas forcément de grands mystiques. Comment est-ce qu'ils font? Pas du tout, parce que ça dépend de leur milieu et de leur chance. Chacun a sa chance. Voilà. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont dire que hey, ils font pas ça, ils font pas ça. Mais il faut leur dire que c'est faux. On se voit la nuit et tous fréquentent certains coins lugubres, certainement, plus que les autres. Donc, dans ce cas-là, le côté mystique, ça existe. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir et c'est Dieu qui protège les gens. En tout cas, si vous occupez certains postes, vous allez avoir 1000 et 1000 problèmes si Dieu ne vous vient pas en aide. Justement, dans le cadre de la préparation de cette émission, nous avons rencontré certains de vos collaborateurs qui disent un mot sur quel type de professionnel vous êtes. Suivant. C'est en 1981, quand le capitaine Thomas Sankara a érigé la radio rurale en chaîne nationale. J'ai eu l'honneur d'être appelé pour diriger la chaîne nationale. C'est en ce moment que j'ai fait la connaissance de Seydou Dramé. Et j'avoue que c'est avec plaisir que j'ai travaillé avec lui, parce qu'il ne m'a pas posé de soucis comme un certain nombre que je ne citerai pas. Docteur Dramé est très simple, il suffit de le comprendre dans le travail. Un travail bien fait, vous n'avez pas de problème. Il ne vous reproche pas, il n'y a pas de problème. Mais un travail mal fait, il vous reproche. Et même si c'est devant le public, il va vous faire des remarques. Ça, il ne vous cache pas. Dramé est quelqu'un qui a aimé la radio rurale et qui aime la radio rurale. Et vous savez que quand on aime quelque chose, on le fait très bien. Donc, lorsque nous avons travaillé ensemble, si vous confiez une mission, une tâche à la radio rurale, sur la radio rurale à Dramé, vous pouvez dormir tranquille, ça sera très bien fait. Et jusqu'à présent, j'ai fait appel à lui pour des communications ou des formations sur la radio rurale et j'ai toujours été satisfait. Alors, vous comprenez que quand on a satisfaction avec quelqu'un, on ne peut que maintenir les rapports avec lui. Je disais qu'il aime beaucoup la radio rurale, à tel enseigne que sa thèse de doctorat a porté sur la radio rurale locale et il en a fait même un ouvrage qui est devenu un document de référence. C'est dire que Dramé, pour moi, comme l'appelle l'expert, est vraiment une expertise nationale de grande valeur. Vous êtes par ailleurs enseignant, consultant. Quels sont les défis qu'il faut relever pour pouvoir assumer ces différentes responsabilités? Enseignant, consultant, on ne peut le réaliser que lorsqu'on veut être performant. Le secret de la performance, c'est la culture, l'autoculture. Dieu merci, nous avons la chance d'avoir des bibliothèques virtuelles. Et lorsque nous avons quitté les bancs physiques, nous avons d'autres bancs virtuels avec les tablettes et tous les instruments numériques que nous avons. Nous pouvons nous parfaire. Et il faut, quand nous enseignons, nous devons donner des cours du même niveau que ce qu'on donne au Panthéon à Sens, où moi j'ai été formé. Donc pas de cours au rabais. Il ne faut pas recruter des enseignants
qui viennent parce qu'ils ont faim, ou bien des enseignants parce qu'on les a chassés de leur poste. Ils croient que l'enseignement peut être un bouche-trou. Non, c'est un vrai métier, sacerdoce, parce que vous êtes en train de former les cadres de demain. Il faut former des cadres qui nous dépassent, qui seront plus nantis intellectuellement que nous. Nous devons préparer l'avenir. Dans ce cas, il faut que nous aussi, nous soyons prêts, nous préparer, apprendre plus et donner ce que nous connaissons, transmettre ce que nous savons aux jeunes générations dans les écoles. Et en tant que consultant, il faut être honnête. Parce qu'il y a des consultants brouillons, bidons aussi également, quoi. Donc, qui sont payés parce qu'ils partent mentir. Il y a des gens qui n'aiment pas les consultants. Quand il a vu quelque chose, A plus B égale C, mais lui, il a vu que c'est D. Mais comme l'autre veut que ça soit D, il dit que A plus B, c'est D. Il prend son argent et s'en va. Quand c'est nous, on vous dit, voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on peut faire pour corriger. Et nos consultations, c'est en matière de droit, l'élaboration des textes des médias. Dieu merci, nous avons contribué à l'élaboration de tous les textes fondateurs des médias dans ce pays-là. D'accord. À présent, nous abordons la deuxième partie de cette émission qui va porter sur votre vie de famille et votre vie en société. C'est quoi la famille selon vous? Bon, la famille, c'est une société, une micro-société que Dieu vous donne. Parce que quand vous êtes là, nous avons plusieurs sortes de familles. Nous avons les grandes familles. Vous avez vos oncles, vos tantes, etc., etc. Vous êtes liés, c'est les liens de sang et les liens de mariage. N'est-ce pas? Et dans ce cas, c'est une micro-société que Dieu vous donne, qui doit vous permettre de vous épanouir, que vous devez accepter coûte que coûte, quels que soient les défauts des uns et des autres. Chacun dans la famille est utile. Les riches, les pauvres, les malades, ceux qui sont en bonne santé. Chacun joue son utilité. Parce que le monde est fait d'un tout. Si vous voulez que tout le monde soit parfait, vous ne pouvez pas avoir de famille. Vous-même, vous ne pouvez pas vous prétendre être... Vous êtes parfait pour certains et imparfait pour d'autres personnes. Donc la famille est une cellule sacrée pour chaque individu. Nous allons justement suivre une vidéo où quelques membres de votre famille témoignent. Dr Dramé est un père aimant et qui a beaucoup été rigoureux dans son éducation. Et c'est cette ligne que nous avons adoptée tout au long de l'évolution, de notre évolution. Aussi, c'est quelqu'un qui exigeait vraiment l'excellence, le travail bien fait et la droiture. Il insistait vraiment sur ça. Aussi, il disait de ne pas passer par la facilité pour avoir quelque chose, mais plutôt de l'obtenir avec courage et volonté. Il insistait aussi sur ça. Voilà. En tout cas, c'est mon frère, il est gentil, il travaille bien, il connaît son travail, il aime les gens, toutes les familles. En tout cas, il ne fait pas de mal à quelqu'un. Depuis qu'on est ensemble, depuis que nous sommes petits, jusqu'à aujourd'hui, il respecte les gens. Le village aussi, en tout cas, il n'y a pas de problème. Tout le monde se connaît là-bas. Il fait tout les villages là. Même s'il a gagné 25 francs, il partage avec. Quand j'arrive, je suis fatiguée, je peux passer à la maison le voir. Anta me dit que oui, qu'au lieu de s'asseoir comme ça en train de regarder les novelas, il faut chercher à te cultiver toujours au niveau de la logistique. Il y a toujours des choses à apprendre là. On ne va pas se limiter, se contenter de ce qu'on est en train de faire au bureau.
des trucs comme ça. Donc, c'est ça. Je veux toujours qu'on recherche, qu'on parte à la quête du savoir, hein, sur le plan culturel. Et puis aussi, il insiste à ce qu'on regarde le journal. Apparemment, c'est la caserne militaire à la maison. Bon, ce n'est pas la caserne militaire. Mais moi, j'ai vécu d'une... Mes enfants ont bénéficié de toutes mes souffrances, la souffrance de leur mère et moi. Donc, je veux leur épargner cette souffrance-là en leur montrant que seul le travail paie, que chacun doit compter sur lui-même. Comment est-ce que vous rencontrez votre femme la première fois? Bon, la première fois, bon, nous sommes rencontrés, je l'ai vue en Côte d'Ivoire. Puis j'ai dit, voilà celle-là là, que moi je vais épouser. C'est quoi que les techniques d'approche? Comment vous y êtes pris? Il n'y a pas de technique d'approche. Puis je suis allé au village, puis j'ai vu sa photo sur son oncle. D'accord. Puis j'ai demandé à son grand-père, est-ce que moi je peux épouser celle-là? Bon, son grand-père a dit, ah, en tout cas, il n'y a pas de problème. Tu peux l'épouser. D'accord. Bon, donc je lui ai écrit, je lui ai dit, voilà, bon, je veux que tu sois ma femme. Bon, elle dit qu'elle est d'accord. Parce que nous avons eu le temps de nous observer aussi, quoi. Voilà, chacun... Est-ce que ne vous trouvez pas trop caractériel aussi Oh, en tout cas, peut-être peut faire fuir les filles, qu'elle n'a pas remarqué ça. Elle n'avait pas remarqué. Vous avez bien caché votre jeu. Vous avez bien caché votre jeu, alors. Voilà, justement, tu ne peux pas sortir tout là-bas, sinon tu seras célibataire à vie. D'accord. Et parlez-nous un peu de vos enfants. On a vu une qui a témoigné. C'est quoi le rapport que vous avez avec vos enfants? Bon, mes enfants aussi, c'est comme ça. Comme ma fille vient de le dire, bon, donc j'ai dit que j'ai beaucoup souffert dans la vie. Et que, alors, j'étais dans mon village natal. Je suis le premier enfant de mon village à aller à l'école. Et dans mon village, tout le monde est musulman, tout le monde est marabout. Et mon père a dit, moi, je vais envoyer mon fils à l'école. Mon père même a quitté le village, allait s'installer à Nouna. Puis on était là-bas, je vois les gens partir à l'école. Puis il dit, bon, je vais aller t'inscrire. Puis mon père m'a inscrit à l'école catholique de Nouna. Alors, et puis bon, alors, comme ça, nous sommes arrivés jusqu'en 6e, etc. Bon, donc la vie n'a pas toujours été très facile. Nous avons traversé parfois très dur. Mais moi, mon caractère fait que je ne peux pas me lever pour aller demander à quelqu'un, aujourd'hui je n'ai pas mangé, est-ce que tu peux me donner 100 francs? Je n'ai jamais fait ça. Mais si tu me donnes, je prends. Mais je ne parle jamais te demander. Donc je dis que chacun doit compter sur lui-même et sur Dieu. Ça, ce sont les valeurs que vous ont inculquées voilà, vos parents. Donc les facilités. Alors pour dire, bon, utiliser des contacts à gauche, à droite pour que je sois redevable. Je ne l'ai jamais fait. Je suis là assis ici. Personne dans cette ville, dans Ouagadougou, au Burkina, ne peut dire que moi je suis venu le voir un jour que je veux tel et tel poste. Si les grandes études que j'ai eu à réaliser ne me font pas placer à la fonction publique et dans les postes, je n'ai pas allé, en tout cas, m'aplatir pour donner ce que je peux à mon pays. Vous voyez? Donc enfant, vous avez dû traverser des situations qui ont forgé votre caractère. Nous allons justement suivre une vidéo où vos amis d'enfance témoignent. Depuis 1979, et un peu avant, j'ai connu le docteur Dramé au lycée Ouezin Koulibaly. Il était un aîné, mais nos liens se sont renforcés surtout en 1979 à l'école supérieure de droit. Alors, docteur Dramé, aujourd'hui, il est journaliste, mais il n'avait pas pour vocation d'être journaliste dès le départ. Nous étions tous à l'école de droit pour devenir des juristes. Alors, Dramé, vraiment, je crois que c'est un battant. Parce que, bon, soit dit en passant, nous avons été frappés après une grève en 1979.
Nous avons été, je dirais même, chassés de l'université parce que, en principe, on devait pouvoir redoubler. Mais on nous a dit de passer un test pour reprendre la première année, alors que nous étions déjà en première année. Bon, malheureusement, nous n'avons pas pu réussir. Chacun a pris un peu, bon, un autre chemin. Dramé s'est retrouvé à un moment donné au CIERO. Donc voilà comment ça a commencé au niveau de sa carrière journalistique là. Mais cela n'a pas empêché Dramé de continuer à faire des recherches, à étudier le droit. C'est pourquoi il est devenu par la suite docteur. Et je crois qu'il faut féliciter mon ami, je dirais même mon frère, Seydou Dramé. On s'est rencontrés, on a créé un groupe, on s'ambiançait. L'idée est née de créer aussi, de transformer le groupe en association de théâtre. C'est comme ça qu'on a créé une troupe de théâtre qu'on appelait Aube de l'Unité. M. Dramé était le président de cette troupe. Bon, Dramé, c'est un homme ouvert. C'est un homme social, comme je vous l'avais dit. Dramé n'est pas méchant. Bon, peut-être qu'on peut lui reprocher de parler un peu trop, mais je crois que chacun a sa nature. Il aime beaucoup faire rire. Petit commentaire sur cette vidéo. Jean-Baptiste Ibouldo, c'est mon premier directeur qui m'a accueilli. Et je remercie mon grand frère Jean-Baptiste Ibouldo, qui était directeur de la radio, qui faisait la ronde. Et puis il a vu qu'à partir de 17h, les autres sont partis. Moi, je suis là. Il dit que je fais quoi? J'ai dit non, je recopie les cours des étudiants parce que je suis inscrit en droit. Il dit ça, c'est bien ça. Un bon journaliste doit toujours se cultiver. Voilà quelqu'un qui m'a encouragé et je le remercie pour ça. Vous avez touché au théâtre également. Vous avez été acteur de théâtre, comédien. Oui, je jouais la tragédie du roi Christophe. Une saison au Congo, etc. Voilà, on réalisait, on avait une troupe de danse avec les filles, Kobe et ses Kobettes. En tout cas, quand on était jeunes, on s'amusait beaucoup. Et il y avait des hautes personnalités même qui venaient chez nous parce qu'ils avaient trouvé que nous sommes des jeunes très conscients, très sérieux et que nous aimons également la culture. Il n'y avait pas de drogueurs en jetant vers chez nous. Même quand quelqu'un veut boire son thé, il pose son thé, le feu va s'éteindre parce qu'il n'y a même pas de buveur. Donc on vient, on se récrée, on fait les répétitions, on part faire les représentations et puis on n'a jamais eu de problème. Et en tout cas, en ce temps, il y avait une véritable solidarité. Et on avait beaucoup de filles dans notre troupe. Et toutes les mamans des filles les confiaient à Dramé. Pour dire, ah Dramé, voici tes soeurs, je te les confie. Je dis non, moi je vais les surveiller. Je deviens leur surveillant. L'essentiel, en tout cas, nous avons passé une très bonne jeunesse, une vie heureuse en ce temps-là. Et votre surnom Kissinger? Oh, bon, mon surnom Kissinger. Ouais, mon surnom m'a été donné dans un groupe en 1976. On avait un petit groupe et chacun prenait un nom. Il y a des gens qui s'appelaient Gérard Ford, c'était le président des États-Unis, d'autres, etc. Foccart, paix à son âme, Gérard Ford, paix à son âme. J'ai même peur de dire ça aujourd'hui. Alors, et moi, voilà, j'ai pris le nom de Kissinger, qui était le ministre, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'époque, qui faisait le tour avec les Palestiniens, etc. Le nom est resté. Tout le monde m'appelait, à part mon oncle, à la maison, toutes les mamans m'appelaient Kissinger. Tout le monde, les gens ne connaissent pas mon nom. Et jusqu'au proviseur du lycée, censeur, les professeurs, tout le monde m'appelait Kissinger. Donc le nom m'est collé comme ça. Et mon nom est véritablement devenu populaire avec Ouattara Songalo, ancien président de l'Assemblée nationale, qui, à l'occasion d'un vote du délégué général adjoint du lycée Ouenzen Coulibaly, m'a présenté. Voici, je vous présente Dramé Seydou Kissinger, c'est le bon candidat pour vous. Tout le monde a applaudi. Donc je suis élu délégué général adjoint au lycée Ouenzen Coulibaly, ensuite délégué général quand je suis passé en terminale.
D'accord. Nous suivons cette vidéo également qui retrace l'un de vos traits de caractère, à savoir la générosité. Suivant. Un jour, moi, je suis allé à Tougan pour faire mon intervention de ma cataracte. Il était en mission. Quand il est arrivé de la mission, il m'a appelé. Il m'a dit X, où tu te trouves? J'ai dit je suis à Tougan et j'ai fait une intervention. Il dit ah, comment? J'ai dit ça va. On a raccroché. Le lendemain, vers 13h, il m'appelle qu'il est arrêté derrière l'autogare en face d'un garage. Or, moi, ma cour est collée au garage. J'ai dit, bon, ma cour est collée au garage, donc avant seulement la cour qui est collée au garage, tu rentres là-bas. Et il est rentré. Vous voyez, tout ça, c'est quoi? C'est de l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Se déplacer de Ouara, venir assister à un ami, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Même chez moi à la maison, le jour où tu ne t'attends pas, tu vas le voir. Même s'il vient, il ne me trouve pas, il va dire aux enfants, je suis passé. Des fois, il donne un cadeau aux enfants de me remettre. Même la rentrée, moi, depuis que j'étais avec lui, je n'ai jamais payé de cahiers ni de livres pour mes enfants. Il prenait tout en charge. Il me dit, amenez la liste des fournitures de vos enfants. Quand j'ai un problème, tu rentres, tu exposes ton problème. C'est réglé sur place. Il n'y a pas aller et puis revenir. C'est réglé sur place. Vous auriez pu avoir toutes les raisons d'être amer parce que la vie ne vous a pas fait de cadeau à votre enfance. Mais on se rend compte que c'est tout à fait le contraire. Vous êtes une personne très généreuse, très affable, très aimante. Alors que, comme je dis, la vie a été assez rugueuse avec vous. Comment ça fait le déclic à un moment donné? L'homme naît méchant. Ah oui, ça vient contredire ce qu'on a l'habitude de dire. L'homme naît bon et que c'est la nature qui le transforme. Voilà pourquoi il crie pour vivre. Quand l'enfant naît, tant qu'il ne crie pas, il ne vit pas. Son cri de guerre, là, c'est pour ça exprime sa méchanceté. C'est la société qui nous rend bons. C'est la société qui nous rend bons. Vos philosophes grecs là ne disent pas la vérité. C'est nous qui avons la vérité. Voilà, donc en vivant, après avoir vécu dans les difficultés, il y a des moments où on vit, et puis je trouve un bon Samaritain. Un jour, quand moi je suis en France, les amis politiques qui étaient là-bas, amis entre griffes, ont fini les études, ils doivent partir. Moi, je dois terminer dans 4 mois, je dois soutenir et puis m'inscrire en doctorat. Avant les 4 mois, on m'a coupé la bourse. Il y a quelqu'un qui est venu, mon ami Mbouda Yama Edouard, il dit Kissinger, il y a quoi? J'ai dit, moi, je vais ramasser mes affaires parce que je ne suis pas venu en France pour être pompiste ou gardien. Donc, il dit, c'est quoi? On a coupé ma bourse, or, je n'ai jamais redoublé rien. Il dit, bon, ça va, ta bourse est combien? C'est 3 000. Bon, ça va. Je te donne 4 000 francs par mois. Chaque mois, je te donne le chèque. Tu vas terminer puis rentrer. Bon, donc, voici un seul fait qui montre que Dieu a dit dans les 5 Corans, Inna Allahu yaziku man yasha'u bighairi sabi wa kala inna rabbi wa tawwabur rahim. Si Dieu veut te donner, il te donne sans compter. Donc, il y a des moments, il y a ces sortes de générosité, moi aussi, je pense. Il y a des moments, moi, je peux trouver quelqu'un, je peux lui donner de l'argent, comme ça. Parfois, je peux voir une femme on a volé tout son argent. Elle a quitté Kaya, on a volé son argent. Elle est en train de pleurer. Elle dit qu'elle pleure parce qu'elle a touché son argent. Elle dit, j'ai enlevé 30 000, je te donne. Débrouille-toi avec. Dieu est grand. Alors, même moi, les jours que je suis pauvre, eh bien, je récite les 5 Corans. Je dis, Dieu, aujourd'hui, c'est dur pour moi. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Oh Dieu, toi-même qui es le chef de la richesse, toi-même qui es la richesse, eh bien, je vais me lever. Si je marche ici, je fais 100 mètres. En tout cas, je vais trouver de l'argent sur terre là-bas. Ah, même si c'est le portefeuille de M. Saré qui va tomber et que moi, je vais prendre
Parce que il faut que moi je mange ce jour, Dieu sait ce qu'il fait. Donc là, Dieu même est généreux. Les jours que nous avons beaucoup d'argent, nous devons penser à ceux qui n'en ont pas. Je vois que vous faites un bon syncrétisme entre la religion musulmane et les croyances traditionnelles africaines. Non, chez moi, il n'y a pas de croyance traditionnelle africaine parce que je ne suis pas animiste. Quand je pense des croyances, ce sont les croyances musulmanes. Les pouvoirs de nos saintes écritures que nos parents nous ont transmis, j'en ai comme ça. Les pouvoirs des saintes écritures coraniques, on m'a transmis ça. Donc, dans ce cas, je les utilise. Donc, que ce soit dans le cadre de la géomancie, pour ce qu'ils appellent taper les sables, je connaissais ça depuis l'enfance. Donc, ce sont ces croyances-là, ça n'a rien à voir avec les croyances animistes, etc. Ou bien, ce sont des croyances coraniques, alors que nous utilisons. Et nous, nos ancêtres, c'est ça. Donc, bien sûr, sinon, il n'y a pas de syncrétisme du tout. Okay. Nous avons essayé également de trouver des défauts au docteur Dramé, parce qu'on n'a pas que des qualités. Ah, bien nous sûr. avons fouiné, nous allons donc suivre la vidéo pour voir ce qui peut vous être reproché comme principal défaut. Bon, je crois que tout le monde n'apprécie pas son franc-parler. Mais pour moi, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Quand vous avez quelqu'un de franc envers vous, vous savez exactement à quoi vous en tenez. Dans le cadre du service, si le travail n'est pas bien fait, même si vous êtes nous étions au deuxième, même si vous êtes au premier, vous allez entendre ses paroles. Il va crier, il va parler. Mais une fois parlé, c'est passé, c'est fini. Il n'a plus rien avec vous. Il allait payer des herbes avec un monsieur parce qu'il a un mouton qu'il aime bien. Et ce dernier là, a mis les herbes. Je veux dire, il a mis des cailloux, des trucs en bas du sac et il a mis les herbes en haut. Et il est venu déposer à la maison. Donc quand il est venu, il a ouvert, il a vu que ce que le gars a fait n'était pas bien. Il était fâché. Il a pris le sac, il allait directement au marché de Bossière pour aller le chauffer et puis dire de remettre son argent. Donc votre principal défaut, c'est que vous êtes très franc, très direct. Vous ne portez pas de gants pour dire ce que vous pensez. Ouais, mon ami Saré, l'autre jour, je le disais. Alors que c'est en même temps la franchise dans notre pays même est devenue un défaut. Mais ce défaut-là est un défaut culturel. Vous savez, on reproche à nous les Marcas, Dafin, les Samo et les Bois d'être directs parce que c'est dans notre culture. Nous, on n'aime pas la culture du camouflage, comme certains le font. La culture de l'hypocrisie, on ne nous a jamais enseigné ça, enfant. Mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, si je pouvais changer, j'allais être hypocrite. Et peut-être que ça allait me rapporter beaucoup plus. Oui. Ben justement, nous abordons la partie conseil à donner aux jeunes. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes aujourd'hui qui voudraient réussir dans leur vie? Ah, ça c'est très difficile. Est-ce qu'il faudrait qu'ils soient hypocrites comme vous le dites? Je ne demande jamais aux jeunes d'être hypocrites. Ok, c'est déjà bon. Il nous faut un monde nouveau avec les jeunes. La crainte et la sagesse commencent par la connaissance, le savoir. Ce que je demande aux jeunes, c'est de respecter ceux qui leur transmettent la connaissance et la culture. De prendre les enseignants et ceux qui détiennent le savoir comme des modèles. De prendre les enseignements également comme des modèles. Donc, l'enseignant regroupe en même temps le père, la mère et toute la famille. Aujourd'hui, vous avez vu que notre société est devenue la société numérique et les enfants aussi sont devenus, d'après qu'ils sont devenus numériques. Il y a l'irrespect envers les pères et les mères, les oncles et les tantes.
les aînés, personne ne les respecte. Je crois que les conseils, il faut que nous retournions à nos valeurs de respect de l'autre, nos valeurs des aînés. Il y a des gens qui disent que même l'aîné peut se tromper. L'aîné se trompe parfois, mais lui-même, il se rend compte de son erreur, mais ça dépend de la manière dont on va le faire savoir. Il faut que chacun compte sur les autres et que les autres aussi doivent compter sur chacun. Si nous voulons que notre société change et nous voulons qu'il y ait des jeunes travailleurs et que chacun doit travailler de telle sorte que son travail lui procure sa subsistance et non des chemins détournés comme nous le voyons aujourd'hui avec la cyberinformatique, etc. Les jeunes admis, ceux qui subitement sont devenus riches, portent des pantalons, on voit leurs slips dehors, avec beaucoup de chaînes à leur cou. Ça, ce ne sont pas des modèles, ça c'est très éphémère. Alors, la culture que nous devons inculquer à nos jeunes, c'est la culture d'un meilleur avenir pour la nation. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, comme dit quelqu'un, eh ben, le pays, le Burkina Faso, là, nous l'empruntons aux générations futures. Ça ne nous appartient pas. Ça appartient à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Donc nous devons alors montrer de très bons exemples, donner de très bons conseils à partir de la famille, que ce soit dans la rue, dans la société, dans la communauté, à ceux qui sont chargés de nous remplacer demain, parce que l'avenir du monde, de notre pays, leur appartient. Eh bien, nous passons maintenant à la rubrique corbeille, où vous allez tirer dans cette corbeille un bout de papier qui va vous justement soumettre à une sorte de gage. Récitation. Donc, vous allez nous faire une récitation dont vous vous rappelez. Récitation. Petit garçon qui te rends à l'école, cueillant les fleurs et battant les buissons, le temps qu'on perd est du bien qu'on se vole. Petit garçon, ce crayon noir qui te semble odieux, c'est la clé d'or du pays des merveilles. D'autres voudront dans leur orgueil facile effacer Dieu de son cœur obscurci. Ils railleront ta prière docile. Petit garçon, cite leur évangile, leur Coran, car l'église ou la vieille mosquée est une école aussi. Je vous remercie. Bravo. Ça, c'est en quelle classe? CE2. CE2. Waouh. D'accord. Eh bien, donc, très bien exécuté. Nous passons maintenant à la rubrique des citations préférées. Vous allez nous donner 3 citations ou 3 de vos citations préférées et nous les expliquer. Ça peut être des citations en langue nationale ou voilà, en français ou en anglais, selon votre choix. Bon, première citation en marca. Kumo e tanche bete nani sira soro koka dema. E ta bete ni sira soro unu zuru doma kadue kama. Donc tu choisis un lépreux comme ami. Parce que le jour où il va avoir une bague, il va te remettre. Mais qu'est-ce que ton ami lépreux a fait? Il met une corde à la bague et il met à son cou. Donc c'est le comble de la méchanceté. Deuxième proverbe en marquant. Aku nunta ne chefar denkoro. C'est le peureux qui élève l'enfant du héros. Donc ça c'est très clair. Comment cela se fait-il que le peureux puisse s'élever? Il ne peut pas transmettre des valeurs de courage s'il est peureux. Bon, il y a des gens aussi qui sont héros parce que c'est leur... c'est pas parce qu'ils sont courageux, c'est parce qu'ils sont bêtes. D'accord. Voilà, parce qu'un bon héros doit être un stratège. Ou bien, si le général de Gaulle est devenu un héros, il n'est pas allé affronter Hitler directement, il est allé d'abord en Angleterre faire son appel, c'est ça qui a fait de lui un héros. Okay. La troisième citation. La troisième citation que j'aime bien,
cueillir dès à présent les roses de la vie, Ronsard. Donc, fini pour les différentes citations. Nous passons maintenant à la rubrique Souvenirs. Nous allons projeter une série de photos que vous allez commenter. Ici, je suis avec Ens Kofi et N.G. Jules. Ce sont des musiciens ivoiriens qui étaient venus au FESPACO 88. Et comme je recevais les grands artistes qui venaient au FESPACO pour faire des émissions pour la radio et pour RFI. Donc je les recevais. Voilà, ils m'ont donné un disque. Et les gars, il y a un seul morceau. Tout le reste des morceaux, là, il a rayé ça. Oui, non? Ok. Donc, bon, ici, je suis arrivé de la France. J'ai quitté Paris en passant par Kouka. J'étais en reportage à Banfora pour l'écriture du livre Bill Lespiègle. Je suis arrivé voir mon père, alors pour lui dire d'acheter des vaches et que le lendemain même, je reprends ma route pour continuer mon reportage. Alors ici, nous sommes au CSI de Dakar, Centre d'études en sciences et techniques de l'information de Dakar, avec notre professeur de français, Lemoine, qui nous apprenait les dictions, comment on prononce. Alors voici mes camarades, Guy Matar, et l'autre, comment il s'appelle, j'ai oublié leur nom maintenant. Il y a un Tchadien, le premier était un Sénégalais, l'autre était un Tchadien, l'autre c'était un Guinéen. Et celui qui a l'écouteur là-bas est un Guinéen. Et l'autre, je ne sais même plus, je ne vois plus. Est-ce que c'est pas un Gabonais? Voilà, voilà, ça c'est notre salle de traitement photo. Donc nous allons photographier. Un autre cours de photo, on vient au laboratoire, on développe la photo et c'est comme ça. Ici, ouais, je suis avec mes élèves de classe de seconde au lycée Saint-Joseph de Ouagadougou en 1980. C'est la promotion avec, voilà, ouais, c'est ça, lycée Saint-Joseph. Ici, ce sont les membres du jury. En jaune, le professeur Jacques Barra, paix à son âme. Alors, vous avez le professeur Francis Ball, c'est le plus grand. Edmond Jouve, celui qui a les médailles là-bas, qui a écrit la Constitution de 91. Et l'autre là, son nom m'échappe encore. C'était un professeur d'histoire du droit à Paris 4. Bon, bien sûr, voici, ça c'est le CSI de Dakar. Parce que quand j'étais inscrit au CSI de Dakar, en deuxième année, j'étais inscrit en 2A de droit privé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc je quitte le CSI, je vais à l'université Cheikh Anta Diop. Le cours a lieu de 19h à 21h. Voilà, donc je faisais 2 diplômes à la fois, parce que c'était la dernière chance pour moi. Ici, c'était à l'occasion du lancement de mon livre, les radios locales au Burkina Faso, un instrument de développement durable, etc., que, avec le soutien de mon ami, le ministre ambassadeur Philippe Sawadogo, et j'ai fait une photo avec ma nièce Amiti Meria et puis ma cousine Afsatou. Voilà, ici, ça c'est vers les années, en quelle année encore? Ça doit être vers les années 75, comme ça. Donc j'étais avec ma fiancée et puis le frère de ma fiancée. Ici à la radio rurale, nous sommes ici, ça c'est au Chiro. Bon, on faisait un exercice de montage là-bas avec un Malien et puis Jean-Pierre Iboudo. Voilà, c'est lui qui est assis sur la table, qui est actuellement un représentant de l'UNESCO en RDC, qui est un grand expert en communication, docteur en sciences de l'information et de la communication. Eh bien, merci. Avant de clore cette émission, nous retournons un instant à la régie pour suivre une dernière vidéo. Dramé, reste tel que tu es. Il y en a qui n'apprécient pas, mais il y en a aussi qui apprécient ta franchise. Et continue de te perfectionner en matière de radio rurale. Tu es un expert et ce titre-là, tu ne l'as pas usurpé et tu le mérites bien. Alors donc, Dramé,
continue d'être franc et continue de te perfectionner en matière de radio rurale pour devenir un incontournable. Bon, chers amis et frères, je crois que nous avons fait un long parcours ensemble. Je souhaiterais que l'amitié et la fraternité qui nous lient puissent se poursuivre vraiment dans le bon sens. Alors, que nous ayons la santé nécessaire, de voir évoluer nos enfants, et nos petits-enfants, et que la paix puisse régner dans notre pays. Dramé, moi je te remercie de tout ce que nous avions fait ensemble. Je sais que tu m'aimes, je t'aime également. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne longue vie et une bonne fin. Et que Dieu bénisse nos progénitures, que Dieu nous accompagne. Je demande longue vie pour vous ainsi qu'à votre famille et bonne retraite à vous. Surtout santé de fer. Papa, au nom de mes frères, sœurs et moi, on te remercie énormément pour toutes les valeurs que tu nous as inculquées et pour tous tes conseils et pour tout ce que tu nous as donné. On te souhaite longue vie, beaucoup de santé et on t'aime très fort. Merci beaucoup. Albele ala ka sini kɛnɛ da o bɛɛ lajɛlen ma ala ka barika jidi i kɔni bɛ mɔgɔ fɛ balimaya la bɛɛ ka di ye balima bɛɛ ka di ye ma mɔgɔ si bɔ mɔgɔ la village ka ta village la jɔnkongo sɛrɛ kana nuna kana waga safane tout donc i bɛɛ mina kelen ye albele ala ka sini kɛnɛ ni labanko ɲuman ala k'a d'i ma i tun bɛ kalan kɛ i ba bonya k'i fa bonya i ba la ɲɛ la alikaba kan i y'i fa sigira dɔgɔtɔrɔso la n'a ye vraiment a ka bana na ka bama fɔ k'a kɛnɛ ni fɛn bɛɛ ye ni wari ye ka fulakɛ fɔ ka ɲɛ ala le ma sɔn dɔrɔn komi a si tun banna ka ban donc ele ye dugawuden de ye e ye dugawuden de ye walayi dugawu b'i kɔ su ni tile hali bi la ala ka si ni kɛnɛya d'i ma ala ka hɛrɛ k'an ye k'an kisi bana jugu ma ala k'i laban ɲɛ ala k'i denninw balo ka baraka dugura. Alors, un dernier mot avant la conclusion de cette émission. Bon, le seul mot que je peux dire, ce sont des mots de remerciement. J'ai vu, c'est un grand honneur pour moi d'être accueilli par BF1, qui est la première télévision au Burkina Faso. Vous êtes une grande télévision. Pourquoi? Parce que vous êtes une télévision privée. Malgré cela, vous dépensez de l'argent pour aller recueillir la vie de personnes comme nous autres qui ne sommes rien dans les circuits diplomatico-politiques. Je vous remercie pour ça. Et je souhaite longue vie à votre émission et beaucoup de chances de progrès à la télévision BF1 et vous êtes de continuer comme ça à innover et que le Seigneur vous aide dans votre travail. Je vous remercie. Bien, merci à vous également de nous avoir reçus à votre domicile. Vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes rien, non, c'est bien le contraire. Vous enseignez, vous avez apporté énormément à tous ces paysans et agriculteurs qui ont pu vous suivre sur ces différentes émissions de la radio rurale, qui ont peut-être pu changer leur vie, qui ont peut-être, de par les conseils qu'ils ont pu acquérir en suivant vos émissions, améliorer leur vie et peut-être éduquer leurs enfants à devenir aussi de grandes personnalités aujourd'hui. Vous ne savez peut-être pas ou vous ne mesurez pas la portée des différentes actions que vous avez portées. Mais nous restons convaincus, en écoutant tout ce qui s'est dit, en suivant tout ce parcours, que vous avez sémé pas mal de graines, des arbres ont poussé, ont fleuri. Vous êtes parfois assis sous des arbres sans savoir que c'est vous qui les avez sémés. Donc c'est l'occasion pour nous également de vous remercier pour tout ce que vous avez pu s'aimer comme enseignement, comme amour, comme solidarité, comme générosité. Pour notre part, au niveau de la télévision BF1, nous irons toujours à la rencontre de ces hommes de valeur, de ces hommes justement qui apportent un plus. J'ai été pour ma part très heureux de faire cette émission avec vous. J'espère qu'il en est autant pour les téléspectateurs auxquels je donne rendez-vous pour les prochaines émissions. Merci.